Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 23 novembre 2025. On conclut aujourd'hui un cycle médiatique, je pense, puisque Trump a finalement signé le décret autorisant la divulgation du dossier Epstein. Tout le monde le demandait. Le monde entier, rappelez-vous quand il disait genre non, il n'y a rien là-dedans, ce sont les démocrates, tu sais. Quand il se défendait, le monde entier affirmait que c'était un scandale que Trump ne révèle pas les dossiers Epstein. Je disais non, il va rendre ça public. Et donc, il a signé un décret suite à une motion bipartisane du Congrès américain, c'est-à-dire que les démocrates, surtout les démocrates, en fait, c'est pour ça que je dis le magicien, parce qu'il s'est arrangé pour faire en sorte que les démocrates demande la sortie du dossier Epstein. S'il avait pas fait ça, s'il n'avait pas fait son marketing politique préalablement, ça aurait été perçu comme une vengeance personnelle. On sait comment les médias opèrent, ils auraient affirmé que Trump utilisait le dossier Epstein pour se venger de ses adversaires, etc. Or, là, maintenant, c'est les démocrates qui l'ont demandé et ils l'ont obtenu. Je l'ai dit à Pierre Martin. Rappelez-vous, la semaine dernière, je pense que c'était la semaine dernière, j'ai montré le tweet de Pierre Martin qui demandait aux Trumpistes comment ça se fait que Trump ne voulait pas rendre public le dossier. Et voilà, je lui ai dit, ça va être rendu public, c'est juste que vous avez mordu à l'hameçon. Et c'est fait. Donc, les noms commencent à sortir, les premiers noms commencent à sortir. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Il y a aussi la démission de Marjorie Taylor Greene. Merde, la Radio-Québec s'est encore une fois trompée. On pensait que c'était juste une fausse chicane, mais là, elle démissionne pour de vrai. Et donc, Radio-Québec, le titre, ça aurait pu être Radio-Québec dans l'eau chaude. Et puis finalement, on parle de climat et d'immigration rapidement vers la fin. Il a rencontré Mamdani dans le bureau ovale. On va voir un peu à quoi ça ressemble, cette rencontre, et qu'est-ce qu'on a à en conclure. Mais immigration et climat, le changement de paradigme effectué sans effort visible. Et c'est ça que je dis finalement ici. Trump avec la baguette magique et des changements systémiques. On est en train de changer de paradigme en relations internationales. On est en train de changer de système complètement. Et beaucoup de ces changements-là se font en coulisses sans qu'on en ait réellement. C'est le principe de la main invisible, sans qu'on comprenne d'où viennent ces changements-là. Mais l'impulsion derrière tous ces changements, évidemment, c'est l'administration américaine. C'est certain que si Kamala Harris, ou peut-être pas parce que je pense qu'elle était contrôlée, mais si, par exemple, Hillary Clinton, la première Hillary Clinton avait remporté l'élection en 2016, je pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Je pense qu'on serait dans un lieu beaucoup plus lugubre. Les changements se font donc, il n'y aurait pas eu de changement de paradigme. On serait encore dans un truc encore plus sophistiqué d'ouverture des frontières, de destruction de l'économie avec le climat, etc. Or, là, c'est exactement le contraire qui se passe et c'est grâce à l'impulsion de l'administration Trump. Donc, encore une fois, comme un magicien, il a fait en sorte que les démocrates demandent la publication des dossiers Epstein et on va voir ça. Donc, allons-y immédiatement, sans froufrou aujourd'hui. Juste pour donner suite à ce que j'expliquais la semaine dernière, vous avez ça maintenant, même dans les médias mainstream, MSM. Jeffrey Epstein croyait que Donald Trump avait alerté la police à propos de son petit programme de trafic de personnes. Et ça a explosé dans une rivalité entre les deux. Voilà. Donc, c'est pas juste Internet qui le dit, maintenant, c'est dans les médias. Il y avait il y a d'autres aussi courriels où Jeffrey Epstein dit que Trump était une mauvaise personne, et puis voilà, etc. Il faut essayer de le piéger, etc., etc. Donc, finalement, Donald Trump signe une loi autorisant la publication des dossiers de l'affaire Jeffrey Epstein, et il a obtenu ce qu'il voulait parce que là, c'est le Congrès en entier qui a signé ça. Hein? Donc, vous avez ici dans l'article de la BBC, bien qu'un vote du Congrès n'ait pas été nécessaire pour la publication des documents, Trump aurait pu l'ordonner unilatéralement. La Chambre des représentants a adopté la loi par 427 voix contre une. Il y a une personne qui a voté contre. OK? Donc, citant genre les victimes, l'anonymat des victimes, alors que les victimes avaient quand même toutes demandé à ce que ce soit publié. Donc, le Sénat a donné son accord unanime dès sa... Et donc, la réalisation de Donald Trump ici, c'est d'avoir fait en sorte que la divulgation des dossiers Epstein soit une initiative bipartisane. C'est-à-dire que
c'est pas lui qui le fait, c'est tout le monde qui l'a demandé. Comment il a fait ça? En hameçonnant les gens. Et donc maintenant, c'est une déclassification bipartisane. Trump signe la loi ordonnant au ministère de la Justice américain de publier les dossiers Epstein. Ils ont 30 jours, ça a été fait cette semaine. Donc c'est probablement vers la fin décembre qu'on va avoir des nouvelles de ça. Le ministère de la Justice demande à nouveau la publication des éléments du grand jury concernant Epstein en Floride. Parce que tout ça s'est passé, l'arrestation de Jeffrey Epstein et tout ça, ça s'est passé en Floride, 2005, 2008, etc. Et donc, il n'y a plus d'obstacles politiques au Congrès ou à la présidence. Maintenant, ceux qui bloquent le processus, ce sont des juges démocrates. C'est eux qui empêchent la publication de certaines informations du dossier Epstein. On sait pourquoi, mais c'est ça, ce sont des juges. Allons-y avec le reportage qui explique ça. The White House has tried to release the Epstein files, and they were sealed by 3 separate judges. Ironically, donc, la Maison-Blanche a essayé de rendre publics les dossiers Epstein, mais ils ont été scellés par 3 juges. Ironiquement, ces 3 juges-là sont des juges démocrates. All appointed by Democrats on 3 separate occasions. Check out who blocked this each time. This is actually amazing, folks. July 23rd, 2025, release blocked by Robin L. Rosenberg. Later, 2025, blocked again by Paul A. Engelmeyer, Southern District of New York, rejecting unsealing of M. Berman, Southern District of New York, denied unsealing of grand jury transcripts and exhibits from the Epstein 2019 indictment, calling the DOJ's motion a diversion from its own. Une diversion, etc. Donc, ce sont les juges démocrates maintenant qui le seul obstacle à la divulgation de plus d'informations, ce sont les juges démocrates. Maintenant, il y a des noms qui sont sortis depuis, en fait, cette semaine, ça circule beaucoup. Allons-y avec les premiers noms. Il y a des personnes, il y a eu des appels à la démission de ces personnes-là qui ont contacté Jeffrey Epstein après son inculpation pour trafic de personnes, pédophilie, etc. En 2008, il a été arrêté en 2008. C'est Trump, encore une fois, qui l'a... Mais les démocrates ont continué à lui parler. Des personnes comme l'ancien leader démocrate au Congrès, Hakeem Jeffries, a sollicité de l'argent de Jeffrey Epstein en 2015. Il y a la représentante, la conseillère légale de Goldman Sachs, Catherine Rumler, qui a aussi contacté Jeffrey Epstein. Mais elle n'a pas démissionné de Goldman Sachs parce que Goldman Sachs a dit c'était avant son entrée en fonction. Oui, mais ça jette une ombre sur sa personnalité, n'est-ce pas? Alors, sachant que Jeffrey Epstein était un trafiquant de personnes, elle a continué à échanger des courriels avec lui, etc. Il y a aussi la représentante démocrate, la congressiste Stacey Plaskett, qui, je pense qu'elle a été prise en flagrant délit, a tweeté, texté avec Jeffrey Epstein durant les audiences du Congrès. Alors qu'on parlait justement de ces choses-là. Donc, ils essayaient de piéger Trump et elle a communiqué avec Jeffrey Epstein. Mais elle n'a toujours pas démissionné. Évidemment qu'ils n'ont pas démissionné parce qu'il n'y a encore rien de majeur qui est sorti. Ouais, mais c'est juste comme du drip, drip, drip. Là, c'est le supplice de la goutte. On vous a expliqué déjà comment ça fonctionnait. Mais il y a d'autres gros noms aussi que le magicien a réussi à faire sortir. Il s'agit, par exemple, de Reid Hoffman. Reid Hoffman, qui est le président exécutif de LinkedIn, je pense que c'est le cofondateur et président exécutif de LinkedIn, le réseau social LinkedIn là, pour les professionnels. Il est membre du groupe Bilderberg et du Council on Foreign Relations, donc à peu près aussi mondialiste qu'on peut l'imaginer. Et le magazine Forbes estimait à sa fortune à 2,6 milliards de dollars en 2025. Mais Reid Hoffman est aussi sur le conseil d'administration de Microsoft avec Bill Gates, qui lui aussi est allé rencontrer à je sais pas, des dizaines de reprises Jeffrey Epstein à sa maison de Manhattan. Et donc, voyez ici, Jeffrey Epstein, lien entre Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, et Jeffrey Epstein font l'objet d'une enquête ordonnée par Trump. Donc, le nom est sorti, et là, le nom est sorti, là, on enquête. On ne peut pas juste comme... il faut que ce soit fait de façon... Mais c'est ça, donc, il faut que ce soit fait de façon ordonnée. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une vengeance. Donc, on enquête sur Reid Hoffman. Le milliardaire Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, a visité l'île privée de Jeffrey Epstein. Il prévoyait se rendre dans une villa de New York, c'est-à-dire que je pense que c'est en 2014 ou en 2015, après que Jeffrey Epstein ait été accusé de trafic de personnes.
Et tout ça, là, il est allé sur l'île, lui, Reid Hoffman. Je pense qu'il est dans la merde, Reid Hoffman. Hein? Et, mais encore une fois, il n'a toujours pas. Il va probablement démissionner quand les vraies informations vont sortir. Il y a lui et il y a aussi Larry Summers. Larry Summers, l'ancien. Larry Summers, il a un gros CV. Larry Summers a été dans les administrations Obama et Clinton. C'est le 71e secrétaire au Trésor des États-Unis sous le président Bill Clinton, impliqué dans la gestion des crises financières à la fin des années 90. Directeur du Conseil économique national sous le président Barack Obama. Président de l'Université Harvard de 2001 à 2006. Il a été pressenti pour devenir le gouverneur de la Banque d'Israël, mais finalement n'a pas accepté. Et Larry Summers, là, c'est Trump qui retweet ça sur son Truth Social. Larry Summers qui disait en 2016, quand Trump s'est présenté, quand personne ne voulait de Trump, là, et quand tous les médias contrôlés par Israël disent, certaines personnes, pas moi, là, mais certaines personnes disent que les médias aux États-Unis sont pas mal contrôlés par Israël. Les médias l'attaquaient et essayaient de le faire trébucher par tous les moyens avec des fausses accusations de viol, de ci, de ça. Ils ont tout essayé et ça n'a pas fonctionné. Eh bien, Larry Summers, le président, le directeur de l'Université Harvard, une sommité aux États-Unis, là, disait que Trump était une menace à la sécurité des États-Unis, à la prospérité des États-Unis, etc. Et là, aujourd'hui, son nom sort dans les trucs Epstein et Trump, comme pied de nez, retweet son interview de 2016. Donc, on le voit ici, Larry Summers avec Barack Obama. On le voit avec Bill Clinton ici, directeur de Harvard, etc. Il est maintenant dans l'eau chaude. Les années d'échange de courriels entre Larry Summers et Jeffrey Epstein sèment la zizanie à Harvard. Les professeurs et les étudiants ont exprimé leur malaise face à la correspondance entre Summers et Epstein, incluse dans les documents récemment publiés par la Chambre des représentants. Ben oui, c'est comme... tu es le président de Harvard, tu as été dans les administrations Clinton et Obama et tu continues à correspondre avec quelqu'un qui est accusé de trafic de personnes, pédocriminalité, etc. L'ancien président de Harvard, Larry Summers, présente ses excuses concernant les courriels à Jeffrey Epstein. Summers a déclaré qu'il allait se retirer de ses engagements. Lui, il a démissionné après la publication de ces courriels évoquant des questions personnelles sur la façon d'obtenir des filles, la façon de cruiser des filles. Tu sais, c'était à propos de... C'était des questions romantiques, disons, pour mettre ça comme ça. Questions personnelles et politiques avec Epstein. Larry Summers, nous dit CNN, se dit profondément honteux, ashamed en anglais, après la publication de nouveaux courriels de Jeffrey Epstein et annonce qu'il suspend ses engagements publics. Et voilà, c'est comme le prince Andrew qui a renoncé à son titre royal. Ça se fait graduellement, mais ils sont en train de tomber un après l'autre. Voilà, donc ça c'est quand même, c'est le début de l'effet domino, là, qui va remonter évidemment jusqu'à Bill Clinton, on le sait, et tout ça. Et beaucoup plus, on espère. Voilà. Donc, finalement, Trump a signé le truc. Marjorie Taylor Greene, c'est ce qu'elle demandait. Elle demandait ça. La chicane avec Trump, c'est ça. Le noyau de la chicane avec Trump, c'était la déclassification des dossiers Epstein. Et là, au moment où elle obtient exactement ce qu'elle veut, elle démissionne. Elle démissionne. Marjorie Taylor Greene resigns in January. Et Trump, après l'annonce de sa démission, Trump qui la traite de traître. Marjorie Traitor Brown. Pas Taylor Brown, Marjorie Traitor Brown. Ça sent tellement la fausse chicane, là, comme le Kim Jong-un et tout ça. Là. Le traître Steve Bannon, rappelez-vous ça. Marjorie Taylor Greene says she will resign from Congress. Et qu'est-ce que ça fait? Marjorie Taylor Greene, ça a été une des personnes qui a le plus dénoncé, en plus des dossiers Epstein. Elle a dit que Trump n'était pas dans les dossiers Epstein, non? Mais en plus des dossiers, elle est allée il y a quelques semaines chez Tucker Carlson exposer, en fait, divulguer le fait que les républicains sont contrôlés par l'AIPAC. OK? Donc, ça s'inscrit dans comment j'avais appelé ça? La désisraélisation des États-Unis. Je ne me rappelle plus comment j'avais appelé ça exactement.
qui s'inscrit dans l'agenda America First. Hein? America First, c'est-à-dire on n'a pas vocation à faire les guerres d'autres personnes. J'en ai parlé depuis longtemps, mais évidemment, là, c'était une des plus fortes critiques de l'AIPAC avec le représentant Thomas Massie. Et là, Trump se chicane avec elle, elle démissionne. Et qu'est-ce que ça fait quand on se chicane avec quelqu'un comme ça? Hein, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué sur The Squad. Je vous ai expliqué ça, je pense, c'est dans le dernier web journal, Mamdani ou quelque chose, peut-être l'autre d'avant. J'avais expliqué de quelle façon c'était les radicales du Parti démocrate, de quelle façon Trump s'était arrangé pour se chicaner avec elle, les invectiver, etc., dire que Ilhan Omar devait retourner peut-être en Somalie, et puis si elle n'était pas contente aux États-Unis, ça avait fait une controverse, mais ça avait fait en sorte qu'elle devienne les porte-parole du Parti démocrate. Ça s'inscrivait dans la stratégie de radicalisation de l'adversaire. Pousser les démocrates dans leur retranchement. Et là, aux États-Unis, j'aurais pu avoir plusieurs clips de beaucoup de commentateurs qui disent le Parti démocrate est devenu tellement radical, il est devenu tellement à gauche, il est devenu tellement woke qu'il a perdu le centre des États-Unis. Or, c'est au centre qu'on gagne les élections. Donc, cette stratégie-là de pousser le Parti démocrate, de radicaliser le Parti démocrate, ça a été depuis le début une stratégie de Donald Trump. Je l'ai expliqué depuis 2018 que j'explique ça. Ça s'inscrit dans les stratégies contre-insurrectionnelles appliquées à la politique, dans le cadre de Winning Hearts and Minds, etc. En 2018, j'expliquais, c'est ça, comment Trump utilisait des stratégies contre-insurrectionnelles, des stratégies militaires, mais appliquées à la politique. Et le fait de radicaliser, par exemple, un groupe, ses adversaires, fait en sorte qu'ils perdent l'appui du public. Tu fais ça avec des guérillas, par exemple. Quand tu as une guérilla, tu commets des atrocités et tu fais passer ça sur le dos de la guérilla en disant, regardez, la guérilla a fait des massacres ici, alors que la guérilla est pas nécessairement... et donc, tu t'arranges pour faire en sorte que tes adversaires se radicalisent. Les Russes, je pense, avaient fait ça durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire ils capturaient au début de l'opération Barbarossa, ils avaient capturé des pilotes, il y avait des avions qui avaient été abattus, ils avaient capturé des pilotes et ils avaient torturé ces pilotes-là de façon absolument... ces pilotes allemands-là, de façon absolument odieuse, ils avaient arraché la peau, ils avaient laissé ça bien en vue, de sorte que quand les troupes allemandes sont arrivées derrière un petit peu plus, ils ont vu leurs pilotes, là, et ça a radicalisé, ça a montré qu'il y avait comme aucune... Il n'y avait pas de contrepartie, il n'y avait pas de quartier donné dans cette guerre-là. C'est une guerre idéologique sans quartier. Mais donc, radicaliser l'adversaire, c'est ce que Trump a fait et il a fait en sorte que ça a attiré l'attention, sa chicane a attiré l'attention sur les propos de ce groupe-là de Squad. Et c'est exactement la même chose avec Marjorie Taylor Greene. La chicane avec Trump attire l'attention sur les propos de Marjorie Taylor Greene et notamment le fait qu'elle est allée chez Tucker Carlson pour dire justement que l'AIPAC contrôle, les républicains contrôlent le Congrès. L'AIPAC, c'est le lobby sioniste aux États-Unis. Et donc, si tu veux te débarrasser de quelqu'un en silence, j'ai déjà dit, hein, je l'ai expliqué, je pense, c'est la semaine dernière, si tu veux te débarrasser de quelqu'un dans le silence, tu ne fais pas un gros spectacle comme ça. La personne, tu vas chercher, par exemple, ses taxes, tu vas chercher, tu vas l'impliquer dans des controverses où tu n'es pas impliqué. Elle va tomber d'elle-même sans que tu aies à te salir les mains. C'est ça, tu la fais tomber, les hommes, tu les fais tomber dans des pièges, dans des honeypots avec des filles, il a trompé sa femme, etc. Mais tu n'as les mains propres. Or, ici, Trump, lui, quand tu as ce genre de clash-là, tu attires l'attention et ça attire l'attention sur les propos de Marjorie Taylor Greene, sur le contrôle d'Israël, sur le Congrès, etc. Et je vous ai déjà expliqué que c'était dans la stratégie de désisraélisation des États-Unis, de America First, etc. Je vous montre le clip de Marjorie Taylor Greene qui dit que le Congrès est contrôlé, pour beaucoup, les républicains sont contrôlés, passent des résolutions pour Israël, c'est-à-dire pour le compte d'Israël. Since I've become a member of Congress since 2021, we have voted on 22 resolutions for Israel, 22 of them, all kinds of resolutions. Donc, depuis qu'elle est arrivée au Congrès en 2021, le Congrès a voté 22 résolutions pour Israël sur une multitude de sujets. Denouncing anti-Semitism, supporting Israel. We voted on 22 of those.
We never vote on resolutions proclaiming great things about America or defending certain Americans or defending Americans in general. But we have voted on 22 resolutions in the House, and then the one before that I voted present because I just started getting. Voilà, donc elle dénonce dans le même clip l'influence de l'IPAC sur les congressistes. Elle rejoint dans ce sens le représentant Thomas Massie, qui lui aussi est un critique de l'IPAC et qui a demandé lui aussi la sortie des dossiers Epstein. Et c'est justement de ça dont Trump parle dans son tweet d'il y a quelques jours, dans son Truth Social. Marjorie Traitor Brown s'est effondrée dans... dans les sondages, blablabla. Et elle s'est collée sur le pire républicain d'entre tous, Thomas Massie, qui lui aussi est anti-Israël, tu sais, genre, ben pas anti, mais genre America First, là. Hein? Et donc, on lui dit... Mais il finit en disant... Ah, mais de toute façon, hein, j'apprécierais toujours Marjorie... Il vient de la traiter de traître. Et là, il dit, j'apprécierais toujours Marjorie Taylor Greene. Je la remercie pour son service à notre pays. Et dans une autre intervention, il dit, le président américain, dernière minute, le président américain déclare à NBC News qu'il adorerait voir la députée Marjorie Taylor Greene revenir en politique à un moment donné, malgré le... Elle est une traître, mais elle pourrait quand même revenir en politique. Ouais. Et Marjorie Taylor Greene, donc, qui a fait un discours de démission, assez punché, où elle dit finalement, elle nous l'avoue que Radio-Québec avait tort depuis le début et qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de partie d'échec en 4 dimensions. C'est un autre mea culpa de Radio-Québec. I have too much self-respect and dignity. I love my family way too much. And I do not want my sweet district to have to endure a hurtful and hateful primary against me by the president, millions of dollars against me, and tried to destroy me. It's all. Elle dit que le président Trump essaye de la détruire et c'est pour ça qu'elle démissionne. Et finalement, elle dit, à 1 minute du clip, elle dit, il n'y a pas de plan pour sauver le monde. Il n'y a pas de partie d'échec en 4 dimensions. Have been cast aside and replaced as well. There is no plan to save the world or a 4D chess game being played. When common American people realize and understand. On a tout eu faux depuis 8 ans. Mais elle faisait écho aux propos du général Flynn qui avait dit exactement la même chose. Rappelez-vous, en 2020, là, il avait dit genre « There is no plan », il n'y a pas de plan. Et évidemment qu'il faut que... Tout le monde me dit des fois dans les questions, comment ça se fait que le plan fonctionne alors que c'est si évident quand on écoute les web-journaux de Radio-Québec qui se font hameçonner, etc. Comment... Ben, il y a différentes stratégies pour en arriver là, c'est-à-dire que finalement, aucune personne n'est plus facile à berner que celle qui veut y croire. Et ils veulent y croire, finalement. C'est que Trump est toujours dans les câbles, Trump est toujours que ça va mal, etc. Trump se présente comme un Hitler. Je l'ai-tu ici, la photo? Non, je ne l'ai pas, merde. Mamdani. Trump se présente comme un Hitler, quelqu'un de détestable. Et finalement, ils sont aveuglés par leur haine. Et veulent y croire. C'est comme, il leur inculque une vision en tunnel et joue du paradigme du vilain. Et ce qui fait en sorte que les démocrates maintenant pensent que ça va très mal pour le mouvement MAGA. Encore une fois, rappelez-vous, durant la campagne électorale, quand Kamala est arrivée, là, ça allait très mal. Donc, le mouvement MAGA est en train de s'effondrer. Et il craque sous la pression de l'incompétence du président. Et en plus, Marjorie Taylor Greene nous dit qu'il n'y a pas de plan pour sauver le monde. Ça s'appelle... Et donc, c'est ça, ils veulent y croire, ils veulent croire que ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Rappelez-vous, c'était comme ça avec l'affaire Muller. Cette fois-ci, on va lui passer les menottes. Cette fois-ci, on va... Mais ils ont affaire à un renard. Et c'est plutôt à ça qu'on a affaire.
comme la chicane avec Elon Musk, on va y arriver finalement. Et c'est une stratégie de ce qu'on appelle en anglais le gaslighting. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas de plan pour sauver le monde. There is no plan. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de jeu en 4 dimensions. Évidemment que si tu veux que les adversaires mordent à l'hameçon, il faut que tu leur dises « These are not the droids you're looking for ». Ce ne sont pas les robots que vous cherchez. C'est comme dans Star Wars, là, These are not the droids you're looking for. Il n'y a pas de plan pour sauver le monde. Le président est une des personnes les plus stupides de l'histoire de l'humanité et il ne comprend rien à ce qu'il fait. L'incompétence de Trump, c'est plutôt... Et donc, le gaslighting, également connu sous le nom de détournement cognitif au Québec et de déboussolage en France, est une forme de manipulation mentale dans laquelle l'information est déformée ou présentée sous une autre jour, omise sélectivement, etc., dans le but de faire douter une victime de sa mémoire, de sa perception, de la réalité de sa santé mentale, etc. Ça vient de la pièce de théâtre Gaslight. Gaslight est une pièce de théâtre de l'écrivain britannique Patrick Hamilton en 1938, etc., à l'époque de Orwell et tout ça. Et donc, c'est comme si, tu sais, c'est comme quand on dit, en fait, je pense qu'en marketing, il y a des choses comme si tu répètes à quelqu'un qui l'a, je l'explique mal, là, mais j'évoque, je veux dire, ça me vient à l'esprit, tu peux implanter des mémoires dans la tête de quelqu'un. Tu peux, et même en hypnose, ça se fait, tu peux implanter des mémoires dans la tête de quelqu'un. Quand tu dis, par exemple, tu as bu un café, tu t'es arrêté ce mardi matin, là, tu t'es arrêté chez Starbucks, tu as bu un café, ou quelque chose comme ça. Si tu le répètes suffisamment souvent, il est possible que la personne au début doute, mais après, éventuellement, puisqu'elle le voit dans sa tête, le fait de faire le geste, éventuellement, ça devient une vraie mémoire. Et donc, ça ne s'est jamais passé, tu l'as imaginé, on utilise souvent ce genre de truc-là. Pas on, là, mais Trump est un génie, Mais c'est ça qu'ils utilisent ici. Il n'y a pas de plan pour, tu sais, c'est comme, c'est du gaslighting. Si vous pensez que Trump est génial, finalement, non, ce n'est. Et donc, continuez sur... Et donc, voici, ça, c'est la fausse chicane avec Marjorie Taylor Greene. Il dit qu'elle peut revenir quand elle voudra. Il dit qu'il la remercie mais après l'avoir traité de traître, il la remercie. Ça a vraiment tout l'ADN d'une fausse chicane. Et rappelez-vous, celle évoquée dans l'art de la fausse chicane avec Elon Musk, ou à quoi ça ressemble maintenant, celle avec Elon Musk? Hein, quand il disait au mois de juin, c'est le temps de faire tomber une grosse bombe, Donald Trump est dans les dossiers Epstein. Et c'est la réelle raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Have a nice day. Passez une bonne journée, Donald J. Trump. Et ils ont tous mordu à ça. Et là, c'était la chicane Trump-Musk. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il les a rendus publics. Et c'était une fausse chicane. Au Super Bowl, ils se sont serrés la main. Mais pas que. Récemment, on a vu, il a été invité à la Maison-Blanche, il a été invité au souper avec Ronaldo et finalement aussi, vous voyez ici, Donald Trump qui retweet Elon Musk. Elon Musk qui disait « Je veux remercier le président... » Où est-ce qu'il l'a mis? Elon Musk, je sais pas, en tout cas, c'est ici, voilà, Elon Musk. Invité à la Maison-Blanche, celui qui a dit que Trump était dans les dossiers Epstein... et qui a parti son propre parti, the America Party, right? C'est ça, il y avait cette espèce de rupture, les gens n'étaient pas ça, je dis c'est de la merde, c'est rien. Et là, il est à la Maison-Blanche avec le prince Ben Salman. Je voudrais remercier le président Trump pour tout ce qu'il a fait pour l'Amérique et pour le monde. Et Donald Trump qui retweet ça. Ici... Le journaliste, on pose la question en point de presse, le journaliste, vous et Elon Musk, vous êtes disputés, mais vous avez fini par vous réconcilier. Ferez-vous de même avec Marjorie Taylor Greene? Vous voyez que c'est des fois, ils se sont finalement réconciliés. Et on me disait à l'époque, Alexis, tu joues gros. Et là, il répond, bien sûr, pourquoi pas, je m'entends bien avec tout le monde. Encore une fois, Marjorie Taylor Greene. Donc, bien sûr qu'il peut se réconcilier avec Marjorie Taylor Greene. Il la remercie après l'avoir traitée de traître. Ici, il dit qu'il aimerait qu'elle revienne en politique, etc., etc. Vous voyez bien que c'est une fausse chicane, encore une fois, selon ce qui a été expliqué à Radio-Québec. Et donc, il est capable de faire disparaître des personnes comme Elon Musk, tu sais, et de les faire réapparaître comme ça, tu sais. Donc, Elon Musk qui était avec le Doge, etc.,
il quitte sur une chicane. Il y a comme une espèce de tension, et puis finalement, avec le Doge, et c'était comme genre, ils sont en train de détruire l'Amérique, et tout, finalement, toute l'espèce de hargne anti-Doge, anti-Musk disparaît avec la chicane. Et là, puis après, tu le fais réapparaître dans ton, tu sais, comme un lapin, tu l'invites à la Maison-Blanche et tu le fais réapparaître comme un lapin de ton chapeau. Et il peut faire disparaître des personnes aussi, comme Justin Trudeau, alors qu'il disait que le Canada allait devenir 51e État. Justin Trudeau est arrivé en catastrophe à Mar-a-Lago, il a discuté avec Trump, il est revenu, puis a démissionné genre 2-3 semaines après. Et donc, il fait disparaître des personnes, il fait réapparaître des personnes comme un magicien. Et là, on se demande vraiment ce que pensent les Black Pills, tu sais, qui nous disait que c'était la fin du mouvement MAGA, que ça allait très mal avec le mouvement MAGA, que ça allait très mal avec Elon Musk, etc., etc. Quand ils voient Elon Musk qui revient à la Maison-Blanche, ils n'ont pas un doute, ils n'ont pas... ou bien ils sont toujours comme dans le gaslight, là, ils sont tellement gaslightés qu'ils ne sont pas capables de voir les patterns. Hein, ici, donc, Elon Musk de retour dans le giron américain. Trump salue Elon Musk lors d'un dîner à la Maison-Blanche, pose pour une photo et lui adresse un message lors d'une intervention hilarante à l'encontre de Kamala Harris au sommet sur l'investissement saoudien. Musk remercie Trump pour tout ce qu'il a fait pour l'Amérique. Et, voilà. Et donc, si vous comprenez les patterns, donc, avec Elon Musk, il y en a beaucoup, hein, je les ai tous expliqués, mais la raison pour laquelle on veut Elon Musk, pourquoi a-t-il fait une fausse chicane avec Marjorie Taylor Greene? Je vous l'ai expliqué la dernière fois, mais c'est aussi pour faire en sorte que ça crée la controverse, ça attire l'attention, surtout sur les propos controversés de Marjorie Taylor Greene. Et là, les gens disent, ouais, hein, c'est vrai, il y a peut-être trop d'influence du IPAC sur le Congrès américain, alors que Trump n'a besoin de souffler mot, il a les mains propres, etc., etc. Voilà. Wash, rinse, repeat, wash, rinse, repeat. Et c'est la même chose avec cette invitation de Mamdani à la Maison-Blanche. Après avoir dit que Trump était littéralement une menace à la démocratie, que Trump était un fasciste, un fasciste, là, tu sais, une menace. Là, il se retrouve à la Maison-Blanche tout bénet et sourit lors de son invitation avec Donald Trump. Trump est assis, hein, ça vous en dit long, et Mamdani est debout comme peut-être pas comme un serviteur, là, mais ça, encore une fois, il y a du visuel là-dedans, et serre la main de la menace à la démocratie, pose devant la peinture de Lincoln, c'est pas Lincoln, c'est Roosevelt, retweeté par... Et Trump évidemment, se bidonne en faisant ça ici, c'est-à-dire qu'il a fait ça à de nombreuses reprises durant la campagne électorale, quand on l'accusait d'être Hitler. Rappelez-vous ce qu'il a fait couler, c'est lui qui avait fait couler l'information sur les généraux qui disaient qu'il aurait aimé avoir des généraux comme Hitler. Et là, tout le monde disait c'est Hitler. Finalement, tout le monde s'en fichait. Il a gagné l'élection. Suite à l'élection, après ça, il s'est rendu à Notre-Dame de Paris et tout le monde est venu lui serrer la main. C'était rendu le chouchou des Européens. Il a rencontré le prince Harry, etc., etc. Et ça détonnait, je l'expliquais à l'époque, je pense que c'est dans le web journal qui s'appelle Le Couronnement, Le Couronné ou quelque chose comme ça. Je disais, c'est le contraste. Ça, encore une fois, c'est de la dissonance cognitive. Il est accusé d'être un fasciste, mais il est à Notre-Dame de Paris et s'entend bien avec tout le monde. Il est accusé d'être Hitler, mais finalement serre la main du prince Harry. Il est accusé d'être une menace à la démocratie, mais finalement, Mamdani lui serre la main et est tout content de se retrouver dans le bureau ovale. Et là, on lui a posé la question à Meet the Press. Je pense que c'était ce matin, dimanche matin, Meet the Press. On lui a posé la question, comment ça se fait que vous avez dit qu'il était un fasciste, une menace à la démocratie? Comment ça se fait que vous êtes allé dans le bureau ovale? Parce qu'il était très dur dans son discours de victoire. Mamdani était très, très, très dur avec Donald Trump. C'est un discours semi-djihadiste. Là. Et donc, il dit, je défends les intérêts des New-Yorkais et je devais y aller, etc. Il n'y a pas le choix d'y aller. Si on l'invite à la Maison-Blanche pour parler des affaires de New York, tu ne peux pas dire non. Et donc, c'est finalement Trump qui joue de lui. Mais je sais pas, j'ai vu des trucs, des personnes qui disent que Mamdani, c'est comme Central Casting, lui aussi, c'est une fausse chicane, etc. Ça, j'ai juste pas j'ai pas suffisamment encore d'informations pour conclure là-dessus. Je vous avais dit la même chose avec Kamala Harris. J'avais pas encore suffisamment d'informations pour conclure là-dessus. Et après ça, dans le web journal Cogito, Electio Cogitatus, j'avais finalement vidé mon sac et je pensais que c'était effectivement le cas pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans ce web journal.
Maintenant, dans le bureau ovale, une journaliste lui pose la question, « Vous avez dit que Trump était un fasciste et une menace à la démocratie. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? » To Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. Et là, on lui dit, est-ce que vous continuez à croire que Trump est un fasciste? On lui pose la question dans le bureau ovale à côté de Trump. Et Trump qui répond littéralement, là, Mamdani commence à s'expliquer, je voulais dire que blablabla. Trump, il dit, laisse faire, fais juste répondre oui. Puis, tu sais, c'est comme, il s'en contrefiche complètement. Fais juste répondre oui aux questions des journalistes. Là, oui, c'est une fasciste. C'est plus facile que de s'expliquer. I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. Fais juste dire oui, je suis un fasciste. C'est plus facile que de l'expliquer. Puis il tape sur Mamdani, puis il a l'air d'un bon gars. Et ça, encore une fois, c'est de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, tu sais, Mamdani, c'est Mamdani qui est dans l'eau chaude, puis Trump a l'air tout à l'aise, bien assis, dit que je suis un fasciste. C'est correct. Laisse-les avec leur truc de journalistes, leur lubie de journalistes. Ils sont complètement largués. Ils sont pas capables d'influencer l'opinion, de faire gagner des élections ou quoi que ce soit. Ils sont perdus, leur crédibilité diminue. Ils continuent à s'enfoncer dans des trucs de fascisme, wokisme, etc., etc. C'est le monde du passé. Ces journalistes-là, c'est le monde du 20e siècle. On est dans le 21e siècle maintenant. Et puis, voilà, laissez-les avec leur lubie. Voilà. Donc, ça, c'était pour Mamdani. Encore une fois, Mamdani qualifie Trump de fasciste et de menace à la démocratie. La réponse de Trump est géniale. Il l'invite directement au bureau ovale, lui serre la main devant les journalistes et puis montre que, en fait, c'est une opération de dissonance cognitive. Maintenant, je disais en début de Web Journal que l'immigration et le climat, les changements de paradigme effectués sans effort visible, il y a effectivement énormément de choses qui se passent en coulisses. Les pays changent, les pays occidentaux changent encore une fois leur approche. C'est encore une fois un coup de baguette magique et par miracle, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres pays changent leur position, et le Canada change leur position sur l'immigration. Comment est-ce que des pays qui sont supposément contrôlés par des mondialistes font un 180 degrés comme ça, font un 180 sur l'élément essentiel de la destruction des peuples occidentaux? Et l'immigration de masse, c'est pas juste l'immigration. L'immigration de masse, là, c'est ce qu'on avait avant 2015. Mass immigration, là, c'est ce qu'on avait on pourrait dire de 90, je sais pas, ça dépend des pays, je suppose, il y a des phases différentes. Mais au Canada, je pense qu'au Québec, ça a commencé en 95. Immédiatement après le référendum de 95, ils ont eu peur, là. Ils ont commencé à ouvrir les quotas d'immigration. On est passé de 15, 20 000 à genre 25, 30, 35, 40, 50 000 par année. À 50 000 par année, c'était insupportable, c'était insoutenable comme système. Puis après ça, en plus du 50 000, sont arrivés les illégaux. C'était sans compter les étudiants, puis les affaires. Les illégaux, tu sais, ils ont ouvert le chemin Roxham, puis là, ça a été des centaines de milliers. L'Afrique entière aurait pu se rendre sur le territoire québécois, demander l'asile politique, loger, on aurait été présent dans le système actuel, on aurait été obligé de les loger, nourrir, soigner, etc., etc. Le système actuel est cassé, tout le monde le dit, aux États-Unis aussi, c'est cassé, le système is broken. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... c'est ça. Dès qu'ils arrivent, on est obligé de les prendre en charge, même s'il y en a... Ouais, la population du Québec, c'est 8,5 millions. S'il y avait comme genre 10 millions demain matin d'Africains qui se rendaient au Québec puis qui demandaient l'asile politique pour différentes raisons, les changements climatiques, je suis LGBTQ, ils n'aiment pas ça, n'importe quoi, là, n'importe quelle raison. On serait obligé de construire des maisons, les loger, les nourrir, les éduquer, les soigner, etc. Et ça serait l'effondrement. Donc, il faut, pour que l'effondrement, la destruction des finances publiques et de la cohésion sociale se produisent, il faut faire ça au compte-gouttes. Les quotas, c'est gérer ça, hein, c'est-à-dire... il pourrait en faire rentrer beaucoup plus, mais ça serait trop visible. Déjà que c'est visible, mais... C'est ça. Donc, c'est une démolition contrôlée des sociétés occidentales. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais là, c'est ça, finalement, volte-face complète
de l'Allemagne ici qui change sa politique. Ça, ici, c'est le ministère de l'Intérieur. Humanité et ordre, la nouvelle politique migratoire de l'Allemagne. Forbes, l'Allemagne durcit ses règles migratoires concernant le regroupement familial et la citoyenneté. Et rappelez-vous, Elon Musk qui avait pointé du doigt la tyrannie allemande. Il y a Marco Rubio aussi qui avait dit que c'était une tyrannie à cause de ce qu'il faisait sur l'AfD. L'AfD qui était un parti essentiellement centriste, là, qui veut juste faire respecter les lois en matière de citoyenneté, puis de ne pas prendre tous les réfugiés du monde, etc., faire respecter les frontières. C'est toutes des affaires normales il y a 20 ans. Puis là, maintenant, c'est rendu des affaires d'extrême droite, des politiques d'extrême droite. Donc, l'Allemagne, il y a eu des manifestations en Allemagne, il y a beaucoup de pression, et les États-Unis ont mis de la pression supplémentaire, et il y a eu fort probablement du tordage de bras en coulisses, comme avec Zelensky. Le nouveau gouvernement allemand prévoit renforcer les contrôles aux frontières pour freiner l'immigration qui renverse la politique de Angela Merkel. Même chose avec l'Angleterre. Le premier ministre promet une baisse de l'immigration et dévoile le projet de durcissement des règles en matière de visa. On en avait déjà parlé. Il avait expliqué aussi dans un discours que le multiculturalisme avait échoué essentiellement. Changing UK and Changing Europe, the coming collapse in immigration to the United States. Il y a un effondrement de l'immigration qui rentre au Royaume-Uni. Ça, c'est sur le site du gouvernement, pardon. La plus grande réforme du modèle migratoire légal depuis 50 ans en Angleterre. Les migrants en situation irrégulière et les personnes arrivant de manière irrégulière et dépendante des aides sociales devront attendre 20 ou 30 ans pour obtenir le statut légal. Les délais les plus longs d'Europe. Ils ont... Ouais. Comment expliquer que quelqu'un de woke, les deux Merz et Starmer sont des personnes, c'est des mondialistes woke. Comment expliquer qu'ils aient changé de position comme ça? Bien, ça se fait à travers toutes sortes de leviers de négociation. Il y a probablement des ententes. Ça inclut probablement cette guerre des tarifs-là a probablement joué un peu là-dedans. La question de l'Ukraine, oui, non. Des fois, on dirait que Trump recule sur l'Ukraine, mais c'est parce qu'il en donne un peu à eux en échange d'eux, puis après, il revient. C'est une gigantesque négociation mondiale. Des fois, il faut concéder un peu ou donner l'apparence qu'on concède, et d'autres fois, c'est ça. Finalement, c'est ça le résultat. Le Canada réduit drastiquement ses objectifs d'immigration temporaire dans son budget de 2025. Un super déficit, mais réduction de l'immigration. Le gouvernement réduit le nombre de résidents temporaires qu'il autorise à rentrer au pays. Le Canada réduit de presque 50% les plafonds des inscriptions d'étudiants étrangers, les tendances de l'année en cours étant inférieures au niveau enregistré pendant la pandémie de COVID-19. Les universités vont certainement se plaindre, mais c'est partout. Et même au Québec aussi, donc on réduit l'immigration temporaire. Et là, France 24 qui nous fait un reportage en nous faisant pleurer sur des Français, c'est-à-dire que on nous montre des Français qui vont être expulsés, alors que 100% des Québécois seraient d'accord pour garder ces Français-là et que les Français ne sont pas le problème. On sait que le problème est essentiellement africain, l'Afrique au sens large. Et aussi peut-être l'Asie, genre le Pakistan, ce genre de trucs-là, les Indiens, Pakistanais, etc. C'est plus là qu'il y a des problèmes d'intégration. Au lieu de nous faire un reportage sur des Sikhs ou des Pakistanais qui ne sont pas retenus comme ils nous montrent des Français. Et là, évidemment, tout le monde va dire « Ah, ça n'a pas d'allure, ils sont bien intégrés, pourquoi on fait ça? On devrait finalement... » Vous comprenez ce que je veux dire? C'est presque du chantage émotif. Je vous montre un peu le reportage. Là, c'est... Géraldine et sa famille ont tout laissé en France en 2022 pour s'installer au Québec. On arrive à l'aéroport de Paris et le lendemain, c'était le grand départ avec nous 15 valises. Effectivement, un permis donc, qui nous permet également donc, de travailler. Et avec justement cette expérience de travail, obtenir... Très grand nombre de toutes ces personnes sur le territoire, bien évidemment, ce n'est pas responsable de tous les enjeux qu'il y a au Québec. Mais ça augmente de manière... On pourrait juste garder les Français, c'est ça le truc. Essentiellement, on est tous des descendants de Français. Il y a une compatibilité culturelle. Rappelez-vous, à la fin des années 90, la série historique, là, une épopée française en Amérique, c'est ça finalement le Québec, c'est l'épopée française en Amérique. Et il devrait y avoir un tuyau conducteur entre la France et le Québec.
mais pas avec le reste du monde. Et c'est ce que c'est la doctrine multiculturelle. Le multiculturalisme nous empêche de sélectionner, de prioriser. Au nom de quoi vous prioriseriez des Français sur des Gabonais? Ben, il y a comme plein de raisons de compatibilité culturelle, entre autres. OK? Niveau de vie, langue, façon de penser, culture, etc. On a des liens culturels. Mais finalement, c'est ça. Donc, mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, on est sur un paradigme mondial de réduction de l'immigration, surtout dans la zone atlantique. Là. Mais quand je dis mondial, c'est international. Je veux dire, c'est surtout les pays dans la zone atlantique qui avaient un problème d'immigration. Et là, c'est en train de se résorber justement dans ce coin-là. Mais il n'y a pas que l'immigration. Il y a aussi, on a expliqué dans plusieurs web-journaux de quelle façon le climat aussi était mis de côté, etc. Et c'est en train de diminuer. Ça aussi, c'est en train de se dégonfler. Bien, il y a eu justement la COP 30 au Brésil, n'est-ce pas? Et finalement, un accord climatique sans plan de sortie des énergies fossiles, sans plan de sortie. Imaginez la déception là, des éco-fascistes qui voulaient genre des restrictions, qui voulaient qu'on paye des taxes, qu'on roule à bicyclette en hiver, qu'on prenne, c'est quoi en France, là, qu'on prenne la douche à deux, une douche, 2 personnes. Ben oui, savonne-toi avec ta nièce, puis tu sais. Un accord modeste dans la bisbille. On nous dit la 30e conférence des Nations unies sur les changements climatiques s'est achevée avec un accord modeste ne mentionnant pas les énergies fossiles. La faute aux pays développés qui reculent sur leurs engagements climatiques comme le Canada, selon de nombreux observateurs. Donc, on recule autant sur l'immigration que sur les changements climatiques. Et voilà, donc ça fait partie évidemment c'est ce que je disais en début de Web Journal, c'est comme le magicien, les choses apparaissent et disparaissent sans qu'on s'en rende compte. Il fait apparaître des personnes, il fait disparaître Elon Musk, il fait réapparaître les changements climatiques, pouf, pouf, etc., etc. J'ai bien aimé l'image, là. C'était juste ça, arrêtez de me chialer, là. Okay. Et voilà, finalement, il y a 2 autres trucs intéressants. Ça ici, une modification sur le site du CDC sur l'autisme. On le savait, RFK n'a pas encore sorti la cause de l'autisme. Il a sorti des trucs sur le Tylenol, etc. Mais sur le site du CDC, si vous allez sur le site du CDC, ça c'était aujourd'hui, là. Ben, en fait, ça date du 19 novembre, mais moi je suis allé ce matin. 19 novembre, on trouve ceci. Il y a une modification de la notice sur l'autisme et les vaccins. Et là, ça dit l'affirmation selon laquelle les vaccins ne causent pas l'autisme. Les vaccins ne causent pas l'autisme. Ils nous répètent ça partout, là. Les vaccins ne causent pas l'autisme. C'est une vaccin, les médias, puis tous les professionnels de vaccins, les spécialistes de plateau, les vaccins ne causent pas l'autisme. N'est pas fondé sur des preuves, car les études n'ont pas exclu la possibilité que les vaccins administrés aux nourrissons causent l'autisme. Les études qui établissent un lien de causalité ont été ignorées par les autorités. Donc, il y a des études qui établissent un lien de causalité. Il y a des études qui établissent un lien de causalité. Ces études-là ont été ignorées par les autorités, comme des vrais crapules, là. Et le département de la santé et des services sociaux a lancé une évaluation exhaustive, etc., etc. Et donc, encore une fois, avant de dire les vaccins causent l'autisme, il faut arriver à une espèce de période intermédiaire où est-ce qu'on dit ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas affirmer qu'ils ne causent pas l'autisme. Il n'y a aucune preuve de ça. Et par ailleurs, il y avait des preuves qui montraient que ça causait l'autisme et elles ont été ignorées. Le lien causal, les études qui montraient le lien causal ont été ignorées. C'est énorme, ça. Et là, évidemment, ça fait la manchette. Robert F. Kennedy Jr. a demandé au CDC de modifier sa position sur les vaccins et l'autisme. Le secrétaire américain à la Santé a déclaré avoir demandé à son agence de mettre à jour son site Web pour affirmer que le fait que les vaccins ne causent pas l'autisme n'est pas fondé sur des preuves. Le CDC relance un lien démenti sans preuve entre les vaccins infantiles et l'autisme. Relance un lien. Ça, c'est le deuxième point ici, là. Les études ont été ignorées.
Le CDC relance un lien démenti. Imaginez comment se sent l'industrie pharmaceutique. Là. On nous disait que RFK était contrôlé par Pfizer. Là. RFK Junior affirme avoir demandé au CDC de retirer l'allégation selon laquelle les vaccins ne causent pas l'autisme. Et pire que ça, ils disent que les études qui montrent que ça cause l'autisme ont été ignorées. Alors ça, c'est majeur. Et on va terminer avec ça finalement, juste du bonbon vers la fin. Ronaldo qui se retrouve à la Maison-Blanche, le grand joueur de soccer Ronaldo, qui n'a pas eu peur de se présenter avec Donald Trump au bureau ovale, avec sa merveilleuse épouse. Il a marché aussi et rigolé avec Donald Trump dans les corridors de la Maison-Blanche. Et ça, c'est encore une fois, ça s'inscrit dans le truc de on pourrait dire de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que qu'est-ce que Ronaldo fait avec Hitler? Qu'est-ce que Ronaldo fait avec une menace à la démocratie? Ça nous fait penser aussi au scandale qui avait eu lieu lorsque Wayne Gretzky s'était rendu à Mar-a-Lago après l'élection et il portait une casquette « Make America Great Again ». Wayne Gretzky au party de Donald Trump, ça avait fait scandale, le grand joueur de hockey. Wayne Gretzky, c'est probablement... Mais Wayne Gretzky, c'était le Ronaldo du hockey. Il y a Mario Lemieux aussi qui était pas mal. Je me rappelle, je n'ai pas suivi les statistiques, là, qui était le meilleur, mais quand j'étais petit, c'était Wayne Gretzky. Et je me rappelle que je lui avais envoyé une lettre. Je pense que c'est la seule fois que j'avais écrit à quelqu'un comme ça. Je devais avoir 7 ou 8 ans. 9 ans maximum. J'avais écrit une lettre à la main et j'avais envoyé ça à Edmonton, aux Oilers, à Wayne Gretzky, puis je disais que je l'admirais beaucoup. Puis 7-8 mois plus tard, j'avais reçu un retour. C'était comme 2 photos de marketing avec 7-Up, un petit logo 7-Up, puis juste comme un autographe dessus. Là. Bon. Donc, ça, c'était pour Wayne Gretzky, mon idole de jeunesse. Et là, maintenant, c'est Ronaldo. Voilà, donc l'image d'Hitler qui en prend pour son rhume. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Web Journal peut-être un petit peu plus court. J'espère que ça a été clair sur l'ensemble des points. La fausse chicane avec Marjorie Taylor Greene est identique à la fausse chicane avec Tucker Carlson. Bidonnez-vous de ces black pills qui vous disent que ça va mal dans le camp Trump, etc., qu'ils sont toujours en train de vous dire que c'est en train de s'effondrer, etc. Maintenant, je pense que c'est rappeler le cas de Tucker Carlson, pas de Tucker Carlson, mais de Elon Musk. On pourrait juste leur remettre ça sous le nez. Et ouais, Marjorie Taylor Greene qui avait dit, qui avait dit que Israël ou un autre gouvernement étranger faisait peut-être chanter Donald Trump, pas chanter, mais faisait des pressions sur Donald Trump. Pourrait faire pression sur Trump pour qu'il dissimule les dossiers Epstein. Imaginez à quel point ils sont excellents dans le hameçonnage politique. Hein? Et donc, c'est ici, je pense. Le marketing politique. Aussi, le fait, regardez encore une fois, le fait que Trump retweet sur son Truth Social, retweet des memes bien connus. Ça, c'est un meme qui est bien connu, ça. Le gars qui crie à côté de la personne assise, « Fais quelque chose, bordel! » Donc, la personne qui dit genre « For the love of God, just arrest somebody! » Et là, pensez à Trump, là, Trump retweet ça. Et il retweet aussi les personnalités marquantes du scandale Obamagate. « For the love of God, arrest somebody! » Et donc, encore une fois, c'est une espèce de stratégie de gestion des attentes, de faire monter la pression, de semer la panique dans le camp adverse, on ne sait pas exactement où il se situe, etc., mais il fait monter les enchères. Comme avec Epstein, la liste d'Epstein, il a fait monter les enchères. Il fait monter les enchères avec les arrestations, avec l'Obamagate, etc. C'est du marketing politique. Donc, stratégie contre-insurrectionnelle appliquée à la politique, marketing politique, hameçonnage, etc. L'histoire se rappellera de Donald Trump comme, je l'ai écrit dans un tweet, comme un génie politique. Les gens rient de moi quand je dis ça, mais malheureusement, c'est exactement ça. Les gens qui rient de moi en se bidonnant n'écoutent pas les web journaux, ils se font avoir à tous les coups. Ils se font avoir de façon systématique, le genre, tu sais, quand tu joues la tape, ils ne sont jamais capables de... Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui continuent à nous appuyer. Hein,
Le pitch de financement est terminé, mais c'est ça. Évidemment, les opérations continuent et on sollicite encore une fois votre appui, nous permettre d'avoir ce micro-là et de rendre ça gratuit pour tout le monde. Donc, si vous voulez appuyer Radio-Québec, il y a différentes façons de le faire. Par la poste, si vous envoyez des chèques en euros, c'est à mon nom personnel, Alexis Cossette-Trudel. Si vous envoyez des chèques canadiens, c'est au nom de Radio-Québec. J'ai 2 comptes. Donc, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5, par Interac. Il y a différentes façons de nous aider. On laisse toujours les commentaires dans les façons de nous aider, le lien dans les commentaires, Bitcoin, PayPal, etc., ou par carte. Ça nous permet de continuer les opérations. Voilà. Autre chose? Ça sera un web journal plus court, 57. On fait tout ça. Est-ce qu'on essaie de faire coïncider ça à 1 heure près? Ou juste 59 minutes, ça pourrait être un incitatif. Des fois, les gens disent que c'est trop long. OK. En passant, oui, c'est ça. On a fait un web journal cette semaine. Kiev, la chute. Il n'a pas eu tant de vues que ça. On est, je pense, rendu à 75 000 vues ou 80 000 vues ou quelque chose comme ça. Et donc, on explique de quelle façon l'administration Trump est en train de monter la pression sur Zelensky pour qu'il arrête la guerre et quelles étaient finalement les stratégies russes pour en arriver à un affaiblissement à long terme de l'Ukraine pour réduire sa capacité, son pouvoir diplomatique parce qu'il ne faisait pas confiance à un accord signé avec l'Ukraine et les Occidentaux. Donc, Zelensky has never been more vulnerable. Trump just up the pressure. Donc, c'est le Washington Post qui dit finalement, qui confirme ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est Trump qui met la pression sur Zelensky. La guerre est sur le point de se terminer. Et donc, voilà, on explique ça dans ce web journal-là. Kiev, la chute. Ah, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous, probablement pas mercredi ou jeudi, mais plus dimanche prochain pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. Salut la gang!